L'idée de meurtre évoque souvent l'idée de mer, de marin. Mer et marin ne se présentent pas alors avec la précision d'une image, le meurtre plutôt fait en nous l'émotion déferlée par vagues. Si les ports sont le théâtre répété des crimes, l'explication en est facile que nous n'entreprendrons pas, mais nombreuses sont les chroniques où l'on apprend que l'assassin était un navigateur, faux ou vrai. Et s'il est faux, le crime en a de plus étroits rapports avec la mer. L'homme qui revêt l'uniforme de matelot n'obéit pas à la seule prudence. Son déguisement relève du cérémonial président toujours à l'exécution des crimes concertés. Nous pouvons d'abord dire ceci, qu'il enveloppe des nuées le criminel. Il le fait se détacher d'une ligne d'horizon où la mer touchait au ciel. À longue foulée onduleuse et musclée, il le fait s'avancer sur les eaux, personnifier la grande ours, l'étoile polaire ou la croix du Sud. Nous parlons toujours de ce déguisement et du criminel, il lui fait remonter de continents ténébreux où le soleil se lève et se couche, où la lune permet le meurtre sous des cases de bambou, près des fleuves immobiles chargés d'alligators. Il lui accorde d'agir sous l'effet d'un mirage, de lancer son arme alors qu'un de ses pieds repose encore sur une plage océanienne si l'autre déroule son mouvement au-dessous des eaux vers l'Europe. Il lui donne d'avance l'oubli, puisque le marin revient de loin. Il le laisse considérer les terriens comme les plantes. Il berce le criminel. Il l'enveloppe dans les plis. Il l'enveloppe dans les plis étroits du maillot, amples du pantalon. Il l'endort. Il endort la victime déjà fascinée. Nous parlerons de l'apparence mortelle du matelot. Nous avons assisté à des scènes de séduction. Dans la très longue phrase débutant par « il enveloppe des nuées », nous nous sommes abandonnés à une facile poésie verbale, chacune des propositions n'étant qu'un argument en faveur des complaisances de l'auteur. C'est donc sous le signe d'un mouvement intérieur très singulier que nous voulons présenter le drame qui se déroula ici. Nous voulons encore dire qu'il s'adresse aux invertis. À l'idée de mer et de meurtre s'ajoute naturellement l'idée d'amour ou de volupté, et plutôt d'amour contre nature. Sans doute les marins transportés, animés nous semble plus exact, nous le verrons plus loin, du désir et du besoin de meurtre appartiennent-ils d'abord à la marine marchande? Sont-ils les navigateurs au long cours, nourris de biscuits et de coups de fouet, mis au fer pour une erreur? Débarqués dans un port inconnu, rembarqués sur un cargo pour un trafic douteux. Pourtant, il est difficile de frôler dans une ville de brouillard et de granit ces costauds de la flotte de guerre, balancés, bousculés, par et pour des manœuvres que nous voulons dangereuses. Ces épaules, ces profils, ces boucles, ces croupuleuses, coléreuses, ces gardes souples et forts, sans qu'on les imagine capables d'un meurtre qui se justifie par leur intervention, puisqu'ils sont dignes d'en accomplir avec noblesse tous les mouvements. Qu'ils descendent du ciel ou remontent d'un domaine où ils connurent les sirènes et des monstres plus étonnants. À terre, les marins habitent des demeures de pierre, des arsenaux, des palais dont la solidité s'oppose à la nervosité, à l'irritabilité féminine des eaux. Dans l'une de ses chansons, le matelot ne dit-il pas « on se console avec la mer ». Sur des quais chargés de chaînes, de bornes, des bites d'amarrage où, du plus loin des mers, ils se savent ancrés. Ils ont pour leur stature des dépôts, des forts, des bagnes désaffectés dont l'architecture est magnifique. Brest est une ville dure, solide, construite en granit gris de Bretagne. Sa dureté ancre le port,
donne aux matelots le sentiment de sécurité, le pont d'appui d'où s'élancer. Elle les repose d'un perpétuel vague de la mer. Si Brest est légère, c'est à cause du soleil, qui dort faiblement des façades aussi nobles que des façades vénitiennes. C'est à cause encore de la présence dans les rues étroites des marins nonchalants, à cause enfin du brouillard et de la pluie. L'action du livre s'y déroule, dont nous commençons le récit, alors avec un aviso. Le Vengeur est en rade depuis 3 jours. D'autres navires de guerre l'entourent. La Panthère, le Vainqueur, le Sanglant. Et entourant ceux-là, le Richelieu, le Béarn, le Dunkerque, d'autres. Ces noms ont leur équivalent dans le passé. Au mur d'une chapelle latérale de l'église Saint-Yves, à La Rochelle, sont accrochés des petits tableaux ex-photo, représentant les bateaux perdus ou sauvés. La Mutine, le Saphir, le Cyclone, la Fée, la Jeune Aimée. Ces bateaux n'eurent aucune influence sur l'imagination de Quérel, qui les vit quelquefois dans son enfance. Néanmoins, nous devions signaler leur existence. Pour les équipages, Brest sera la ville de la feria. Loin de France, entre eux, les marins n'ont parlé de ce bordel que par boutade, avec un rire outré, comme ils parlent des canards de Cholon, des naïfs anonymites. Ils ont équivoqué le patron et la patronne à l'aide d'expressions comme celle-ci. Je te les joue au dé comme chez nos noms. Lui, pour se farcir une gonzesse, il irait bien jusqu'à jouer avec Nono. Celui-là, c'est pour perdre qu'il irait à la feria. Le nom de la feria et de Nono, si celui de la patronne est ignoré, aurait fait le tour du monde, murmuré par les lèvres des matelots, lancé dans une apostrophe moqueuse. À bord, personne au juste ne sait ce que c'est la feria, ne connaît avec précision la règle du jeu qui en fait la réputation, mais personne, ni les bleus, n'ose rien faire expliquer. Chaque marin laisse croire qu'il est au courant.